Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo yo yo, Iron Mike, aka Mikey pour les intimes, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et vous, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va très bien, je te remercie. Alors avant de commencer la petite conversation avec toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent, ou vous pouvez être en train de beurrer vos tartines ou de conduire votre voiture vers une destination incertaine. Bienvenue dans le podcast Sweep. Si vous n'avez pas checké les épisodes précédents, eh ben il y en a plus d'une cinquantaine, donc vous aurez du temps d'écoute devant vous. Et pour ceux qui nous suivent déjà, ben merci pour le soutien. C'est un projet qu'on fait entièrement bénévolement et avec passion. Donc, on remercie à tous ceux qui suivent la page et n'hésitez pas à propager le podcast. Déjà, merci Iron Mike pour le temps que tu nous donnes. Et est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît? Déjà, merci à vous d'abord. Merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment cool. J'ai déjà écouté vos épisodes avec Bruce déjà, mon meilleur pote, Bruce Shifa. Je me présente, je m'appelle Mike Efford. Je suis de Rennes, danseur de Rennes. Je danse depuis maintenant 25 ans. Je pratique du popping style, un style que j'aime et que j'adore. Et voilà. Comment t'arrives dans le popping style il y a 25 ans? Déjà, si on va commencer par là, ça fait plus de 25 ans dans ce cas. Parce que, en fait, on va dire que je suis issu d'une famille passionnée par la musique et la danse. Du coup, mon père était quelqu'un qui collectionnait beaucoup de vinyles funk, hip-hop, soul, R&B, rhythm and blues, euh, jazz, musique africaine, reggae, zouk, zaïko comme on disait à l'ancienne, soukous, dombolo, tout ça. Donc c'était vraiment passionné de la musique, c'est-à-dire qu'il en mettait vraiment tous les jours. Surtout de vendredi soir à dimanche soir, parce que quand il était en week-end, voilà, c'était la fête à la maison. Du coup, il dansait tout le temps. Passionné par la danse, et il enseignait à mon grand frère qui, lui, vraiment était un danseur. Un grand danseur dans les années 80, qui donnait des cours, qui faisait des concours aussi de danse, qui remportait. Et moi, en fait, j'étais vraiment fan de sa danse étant petit. Et fan de Michael Jackson en même temps, parce qu'il était fan de Michael Jackson aussi, forcément. Et suivant ça, voilà, j'étais déjà baigné dedans, vraiment baigné dedans. Commencer à danser, imiter ce que je voyais dans les clips, imiter mon grand frère. Mon père qui en parallèle m'apprenait le backslide, le moonwalk pour, pour ceux qui connaissent pas le moonwalk. Le backslide, il faisait du slow motion, il faisait des steps funky, donc vraiment on était baigné dedans. Donc inconsciemment, sans me dire je fais de la danse ou je pratique de la danse, on était vraiment baigné dedans parce qu'on s'amusait à faire des cercles entre nous, des défis entre nous. Donc entre le père qui était dedans, ma mère qui adorait danser aussi, mon grand frère qui était professeur de danse, ma grande sœur qui elle faisait aussi de la danse, elle aimait bien la danse moderne jazz. Elle faisait beaucoup de New Jack Swing, hip-hop, old school, comme on dirait aujourd'hui, mais sur la New Jack qui était la mode à l'époque, sur du Bobby Brown ou du Montel Jordan, sur la musique de Teddy Riley. Elle montait son groupe de New Jack Swing, donc elle aussi, elle était vraiment baignée dedans. Donc moi, automatiquement, avec le clip, ce qui se passait à la maison, j'étais vraiment à fond dedans. Donc ça, c'était bien, il y a plus que 25 ans déjà. Ah ouais, en effet, c'est fou, c'est pas dans tous les foyers familiaux qu'il y a cette ambiance-là. Et la passion qu'avait ton père pour la musique et la danse, est-ce que tu sais d'où elle lui venait? C'est quelque chose qu'il a découvert lui tout seul ou ça venait même de générations d'avant dans ta famille? Je pense que ça vient de génération d'avant, parce que quand on allait dans les fêtes, dans les soirées africaines, euh, on voyait bien chez les autres que c'était la même chose. C'était une mode de vie chez eux.
chez les parents africains, c'était musique, meilleur sap, meilleur son du moment, les meilleurs poulets. Nous, c'était comme ça qu'on voyait, nous, étant petits, tu vois. C'était ça. Et puis, nous, étant petits, on essayait d'imiter les grands. On jouait à imiter les grands, c'est-à-dire qu'on avait notre fête dans la chambre. Tu vois, on avait notre fête dans la chambre, on avait les steps de l'époque, on dansait comme ça. Des fois, on allait dans la grande salle où il y avait les grands pour prendre à manger ou danser aussi. Donc, des fois, ils nous forçaient à aller venir sur la piste, aller danser et tout avec nous. Donc, c'était un lifestyle, quoi. Tu vois, on s'est vraiment pas dit, c'était quelque chose on croyait que c'était vraiment dans toutes les maisons, on croyait que c'était comme ça, en fait. Vraiment, on croyait que c'était comme ça. Et puis, mon père, c'était quelqu'un qui voyageait dans les marines, donc il voyageait partout dans le monde, donc il voyait ce qui se passait aussi, c'est-à-dire que quand il allait aux États-Unis, c'était l'époque de pantalon pas de def, c'était la funk, il avait la coupe afro, donc il a connu tout ça. Il était au Brésil en 74, il a voyagé partout en Afrique, donc il avait les sons là aussi, voilà, et je pense que, je dirais pas qu'il avait découvert là, mais je pense que ça, c'est ce qui lui est resté aussi. Quand il est venu Hmm. en France, il travaillait dans le bâtiment, mais du coup, quand il revenait à la maison, il se retrouvait dans son univers avec ça. Et puis, tous les clips qu'il y avait à l'époque, il enregistrait à fond avec les VHS, donc il avait aussi des montagnes de VHS de sons qu'il écoutait à l'époque ou qui sortaient à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir la culture hip-hop. Parce qu'avant ça, moi, c'était New Jack R&B de fou. Mais les Wu-Tang, Method Man, Redman, tout ça, c'était vraiment lui. C'était vraiment via lui, quoi. Plaisir. Et du coup, comment on passe d'un loisir familial à je vais faire mon premier battle et je vais me lancer à fond et je vais commencer à aller m'entraîner avec d'autres danseurs? Bah, en fait, ça a pris du temps pour le premier battle parce que les battles n'existaient pas encore. En tout cas, pas par catégorie. Et moi, en fait, c'était parce que je traînais à la maison de quartier. De mon quartier était de Villejean. Donc, je traînais à la maison de quartier de Villejean ou à la Maison Verte. C'était deux lieux auxquels les jeunes allaient quand ils avaient rien à faire. Enfin, s'il n'y avait pas de conneries à faire, voilà, c'est là-bas qu'on retrouvait. Ou c'est là-bas qu'on retrouvait les grands du quartier qui faisaient des conneries. S'ils galéraient aussi. Voilà. Et un jour, je me suis retrouvé là-bas. Je me suis retrouvé deux fois là-bas. Parce que j'étais aussi passionné des arts martiaux. Donc, je voulais prendre un cours de kung-fu qui se trouvait là-bas. Et le prof était en retard. Donc, le temps de l'attendre, j'entendais de la musique dans une autre salle. Et donc, j'allais dans l'autre salle et en effet, je voyais que c'était un cours de danse hip-hop. Le professeur enseignait des cours de locking, donc ça m'avait pas plus parlé que ça. Donc, je suis retourné. Et une autre fois, je suis retourné dans cette salle. Et en fait, à l'époque, la mode, c'était Cut Killer, qui sortait ses albums hip-hop Soul Party. Donc, mon père avait tous les albums, le 1, le 2, le 3, le 4, et il avait tout acheté. Et une fois, je devais venir chercher une amie, en fait. Je devais venir chercher une amie. Bon, c'est un peu personnel, mais je raconte parce que c'est la magie du truc. Vas-y. Une amie avec qui je voulais absolument sortir. Je voulais absolument sortir avec cette fille. Et pour une fois dans ma vie, elle a dit yes, ok, on se donne rendez-vous, on va prendre un verre. Et ce qui se passe, c'est qu'elle prenait ce cours-là, donc je vais la chercher. Et du coup, à la fin du cours, elle me dit bon, je vais me changer, j'arrive. Du coup, à la fin du cours, le prof, il est là, et les autres danseurs du quartier arrivent, et là, ils s'entraînent. Du coup, le temps qu'elle se change, je voyais l'entraînement, j'étais comme ça. Donc, je voyais la coupole, je voyais des Thomas, je voyais des patins de feu, je voyais le head spin pour la première fois. Pour la première fois de ma vie, je voyais le head spin. Je voyais des mecs qui faisaient des vagues et tout, des trucs qui ressemblaient à mon grand frère. Du coup, la fille, elle arrive, elle dit, on y va. Je dis, attends 5 minutes, je regarde. Donc, là, je regarde, je suis bluffé. Après, ils changeaient de musique, ils mettaient Rock It, le son Rock It. Et là, j'ai pété un plomb. Et elle dit, attends, mais Mike, je dis, attends, j'arrive, attends juste 5 minutes encore. Et je regarde et je reste et je me rends compte qu'en fait, elle est rentrée et je suis resté jusqu'à la fin de l'entraînement. Et moi, mon couvre-feu à l'époque, j'étais jeune, c'était 19 heures. On avait un couvre-feu à l'époque. Là, ils ont plus aujourd'hui. Mon fils, il est bien aujourd'hui. Nous, à l'époque, on avait un couvre-feu. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire tuer. Mais quand je suis arrivé,
Et que mon père, il a dit, t'es Théo, et que je lui dis, ah papa, il y a un cours de danse, je veux absolument commencer, et tout ça, désolé, je suis en retard, mais là, hein. Et là, il a rien dit du tout. Parce qu'il a vu à quel point j'étais bluffé par ce cours de danse. Et quand en plus je lui ai dit qu'ils avaient dansé sur Herbie Hancock, alors là, il a dit, ah ouais, d'accord, tu veux faire de la danse, tout ça? Ok, d'accord. Et je me souviens, c'était 10 euros pour l'adhésion, le cours. J'ai payé qu'une fois, non, 10 francs, pardon, 10 francs. J'ai payé qu'une fois dans ma vie, j'ai jamais repayé, mais j'ai toujours suivi ce cours. Et c'est là que j'ai commencé. Et du coup, ce professeur, il s'appelait André Descamps. Et c'était quelqu'un qui était très actif à l'époque, qui donnait des cours partout dans Rennes et qui faisait pas mal de festivals, la fête de la musique et tout ça, qui faisait des freestyles, qui faisait des chorégraphies avec des groupes. Et c'était vraiment, vraiment bien. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Bruce Chiffard. Et il avait commencé à la maison de quartier de Jean aussi. Et j'avais à ce moment-là 14 ans, Bruce il en avait 15. Et en fait, on s'est pas lâché depuis ce jour-là, en fait. Et cette fille, tu l'as revue après? Oui, je l'ai revue parce que en fait, elle faisait partie de la bande avec laquelle je traînais, mais je la revoyais pas pour sortir avec en fait. Je la revoyais de temps en temps parce que je traînais avec cette bande-là en question et quand j'ai commencé la danse, je ne les voyais plus. Tous mes week-ends, en fait, j'allais à la maison de quartier pour m'entraîner. Du coup, je ne les voyais plus. Alors qu'avant, je traînais tout le temps avec eux dans le quartier parce qu'il y avait rien à faire, on faisait nos conneries. Et c'est vrai que du jour au lendemain, bah, je commençais à me faire des potes dans la danse. Je commençais un peu plus à traîner avec le professeur, à aller dans des festivals et tout ça. Et du coup, je ne les voyais plus du tout, du tout, du tout. Du coup, c'est vrai que ça m'a carrément zappé sur le truc. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de battle par catégorie, donc c'était des battles qui réunissaient toutes les catégories. Et là, t'expliquais que tu avais rencontré Bruce. Euh, et ça me fait penser en fait à un interview qu'on avait eu avec Piloc, qui expliquait que en fait à l'époque ça se faisait beaucoup, c'est que en fait les crews étaient essentiellement en fait des crews avec qui mélangeaient toutes les danses. Est-ce que toi, ton premier crew, ça a été un crew qui mélangeait break, popping, locking, house ou- Oui, en fait, c'était carrément normal. On se disait pas, on va faire un crew de lockers de pop. On disait un crew, une équipe. On met un nom à cette équipe. C'était vraiment comme ça en fait. La base, c'était ça. C'était pas, on se disait pas, on veut un popper, un locker. C'était une bande de potes et on s'est dit, on va faire un groupe ensemble parce qu'on s'entraîne ensemble et qu'on kiffe en fait. C'était simplement ça. Et moi et Bruce, en fait, à la base, on voulait faire notre premier crew. Et du coup, comme André, c'était le prof à qui on avait confiance parce qu'il nous boostait beaucoup au début, on voulait lui demander en disant, est-ce que tu peux nous conseiller pour former un groupe? Comment on fait? Il a dit, bah, en fait, venez dans mon groupe. Ouais, bon, regarde, dans ton groupe? Il faut, ouais, un groupe. Processus engagé. On se regarde, processus engagé. On fait, il y a qui dedans? Donc, il dit, il y a Mustapha Saber, Solène Virginie, il y a telle personne, telle personne. C'est des gens, c'était nos grands. Moussaber, Mustapha, c'était le the gars dans le popping. Alors, quand je dis dans le popping, à l'époque, le popping, c'était très peu de pop, mais beaucoup de wave, de patin, de Tetris, comme on disait, de tutting, mais pas de pop pur. Mais c'était le numéro un. Donc, quand on a vu qu'il y avait tout ça dedans, on s'est dit, ah ouais, d'accord, bon, bah, ok. Et on est rentré dans notre premier groupe comme ça. Ça s'appelait Processus Engagé. Après, ça a évolué en un groupe qui s'est appelé Imperial 35 et qui est devenu après Impérial. Donc c'est vraiment là-dedans que moi et Bruce, on a fait notre première scène, euh, nos premiers battles aussi, qui s'est vraiment fait en 98 dans un événement qui s'appelait le Brest Battle, organisé par Sandrine Poutrel de Transmusical. Et c'était the rendez-vous pour tous les crews en Bretagne en fait, le Brest Battle. C'était la première fois qu'on avait fait vraiment une grosse scène. On avait fait d'autres scènes, des freestyles. Il y avait déjà eu des défis, des call-outs aujourd'hui, des défis entre crews. C'est comme ça qu'on rencontrait les autres aussi. Il y avait des battles organisés dans des coins, mais le Brest Battle, c'est vraiment là où ça m'a vraiment piqué.
Ça m'a vraiment piqué parce que à l'époque, moi, je voulais juste faire que des showcases, faire des solos dans des showcases parce que pour des sorties avec la maison de quartier, on allait à la Villette. Et à la Villette, quand tu te faisais un nom, c'est parce que tu avais fait un solo dans un show. Donc, par exemple, on avait vu une création et puis il y avait Claes qui avait fait un solo et il avait fait un solo de fou. On a fait, c'est qui celui-là? Celui-là, il s'appelle Claes. Et là, il y a un autre gars, il fait un solo, lui, c'est Karim Barouche. Un autre, c'est Régis Trechy. C'est comme ça qu'on faisait les noms, nous, à Rennes. C'est quand le mec avait un solo, c'est qu'il était important. Donc, moi, dans ma tête, c'était, je voulais faire que des solos, tu vois. Hmm. Mais Bruce, qui entendait déjà de parler de battle, il me disait, moi, je m'entraîne pour les battles. Je dis, ah, les battles, vas-y. Et en fait, quand on a fait le Brest Battle, ah, là, j'ai été piqué. Il y avait un affrontement avec un autre popper, ça se charriait, tout ça. Et là, j'ai été piqué de fou. Et j'ai dit, ok, je veux faire d'autres battles. Et c'était plus kiffant parce que c'était dans un crew. Donc, t'avais les gens derrière toi. T'avais plus confiance. Des battles, t'en fais encore plein aujourd'hui. C'est rare les gens qui ont une carrière de battle aussi longue que la tienne. C'est quoi que tu kiffes tant dans les battles pour que dès le début t'aies eu ce frisson-là, tu vois, et qu'aujourd'hui t'en fasses encore? Est-ce que tu danses déjà, tu fais des battles pour les mêmes raisons aujourd'hui qu'avant? Et c'est quoi que tu kiffes autant dans les battles? Bah déjà, c'est ça, j'allais commencer par ça. Je fais pas pour les mêmes raisons. Si c'est pour les mêmes raisons, en général, t'arrêtes parce que t'as fait le tour, on va dire. Bah déjà, c'est pas la même chose. Déjà, avant, t'étais jeune. Quand tu t'affrontais contre quelqu'un, que tu charriais, que quand tu sais que tu fous le bordel quand t'as fait un mouvement incroyable, juste ça, c'était le kiff. Et puis t'as des gens qui crient ton nom. Enfin, voilà, c'était rare à l'époque, tu vois. À l'époque, c'était plus, hey, Mike, viens voir machin. Et là, c'est Mike, vas-y, ouais, tu veux. C'était pas la même chose du tout, tu vois. C'était pas la même chose du tout. Euh, t'avais tes potes de la rue derrière toi, t'avais tes potes de la maison de quartier avec toi. Enfin, c'était vraiment, comment dire, c'était vraiment un gros kiff. Voilà, le mot, il est là, un gros kiff général. Juste le fait de participer, t'entends du son, t'entends les basses, t'as envie de danser, d'envoyer tout ce que t'as sur scène. Les battles, pour moi, c'était surtout ça. Après, plus ça évoluait, plus je voyais des gens qui étaient super forts. Et je me disais, alors là, non, il faut que je m'entraîne. Parce qu'avant, je m'entraînais vraiment pas beaucoup. Je dois dire que j'étais vraiment feignant. Je venais à la cave à musique, c'est comme ça qu'on appelait la salle, à la cave à musique, et puis il y avait les baby-foot, et je passais plus de temps sur le baby-foot qu'à l'entraînement. C'était un gros feignant. Mike, entraîne-toi, ouais, j'arrive. Tac, j'étais à fond sur le baby-foot. C'est vrai que depuis que j'ai fait ça, je m'entraînais à fond, et là-bas, et chez moi, et dehors, dans la nuit, dans les parcs, tout ça, avec Bruce. Des fois, on sortait, c'était l'heure, il était 18h, et puis on restait tard. Et on restait tard la nuit, on trouvait des steps, on trouvait des chorégraphies et tout ça. Et oui, c'était vraiment le gros kiff. Après, il y avait aussi l'idée de vouloir tomber contre des gens que tu regardais dans les vidéos. Donc début 2000, parce que là c'était déjà milieu 90, début 2000, je vois des Salah, des Salislide, des Walid, des Fox. C'est surtout Fox, quand il a fait The Family en 98, quand il a fait son battle, qu'il est rentré dans Bionic Man, j'ai dit, ah ouais, donc j'aimerais bien être quelqu'un comme eux, en fait, être aussi impressionnant. Et plus tard, c'est aussi, oui, quand tu commences à gagner des gros titres, parce que moi, je visais pas les titres, je visais vraiment j'aimerais tomber contre telle personne et l'impressionner, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils veulent juste te sortir. Ils veulent juste te battre. Ils veulent te défoncer, comme ils disent aujourd'hui. Alors que moi, c'était vraiment, si j'arrive à tomber en finale contre lui, c'est que je suis fort. Moi, c'était vraiment comme ça que je pensais. Après, plus je gagnais les titres et plus j'en voulais d'autres, en fait. C'était les titres qui me parlaient. Et aussi, oui, voilà, c'était vraiment les gros titres, simplement. Après, le travail est venu. Tu te rends compte que quand tu gagnes des titres, ça te donne du travail, ça te donne des jobs et tout ça. Ça, c'est plus les années après. Et aujourd'hui, il y a deux choses qui me motivent. Bah, déjà, ce sont les gens de la génération d'après.
qui te donne une autre énergie. Les titres aussi, parce que j'aime bien collectionner les titres et me dire, bon, celui-là, j'ai pas eu, j'aimerais bien l'avoir. Celui-là, j'ai pas eu, j'aimerais bien l'avoir. Celui-là, voilà, j'aime bien collectionner les titres parce que c'est ce qui me motive. Parce que si je m'en fous de ça, je sais que je vais pas me donner autant qu'avant, clairement. Et puis, c'est aussi de marquer l'histoire. Une manière de marquer l'histoire, c'est de traverser le temps aussi. Et c'est un challenge personnel, savoir si tu es toujours là, si tu es toujours capable, si t'es pas capable, pourquoi. Et si je vois qu'il y a plus tellement de raisons, ouais, j'arrêterai. C'est une appréhension qu'on a souvent quand on est jeune, et moi je l'ai un peu actuellement, de se dire est-ce que là dans 25 ans je pourrais genre encore faire du break par exemple, et est-ce que toi c'est des questions que tu te posais? Est-ce que dans 25 ans moi je pourrais encore danser? Est-ce que je pourrais encore faire des battles ou pas? Non, je me posais pas les questions comme. En fait, non, je vise vraiment sur le moment. Je vise là ce qui se passe. Par exemple, l'année dernière, j'avais tel objectif de battle. Ok, je veux faire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça me motive courant l'année, les entraînements. Et une fois que j'ai atteint ces objectifs, je vois l'année d'après. Mais je me dis pas, est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans? Parce que à chaque fois que j'imagine ça, je me dis, ah, je serai fini, c'est mort. Je suis en train de m'imaginer la chose et je me dis, ah non, juste en train de dire, dans 10 ans, imagine 10 ans encore faire le truc. Et du coup, je me dis, en fait, je mise sur le moment. Je vis mon moment là. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis encore capable ou pas? Et le problème, c'est que je me dis, bon, si je me perds et que je me fais tuer, ça veut dire que je ne peux plus. Mais en fait, non, ça me rebooste encore plus. Genre, ah, on va pas en terminer là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, mais à un moment donné, c'est vrai que je commence un peu plus à me dire, allez, je suis sur la dernière ligne droite. Parce que là, tu as vraiment fait la grande boucle. Parce qu'il y aura toujours d'autres événements qui vont apparaître, qui vont naître, et tu te dis, ah, j'ai jamais fait, pourquoi pas. Mais à un moment donné aussi, il y a d'autres générations qui sont là, et j'aime bien aussi juste aller regarder, voir ce qui se passe, suivre le truc, suivre le courant, juste être là en train de kiffer, t'as tes popcorn, t'as pas la pression de le faire, t'es là, t'encourages les jeunes que tu connais, t'as ta famille, ta fame comme on dit, et ça fait plaisir aussi. Et je commence à prendre un peu trop goût à juste regarder, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu prends goût à ce truc-là, mais c'est quand je juge en fait que ça me redonne le boost. Parce que quand tu juges, tu les as devant toi, tu les ressens vraiment devant toi sur scène, les danseurs. Et quand tu vois la finale, quand tu les vois gagner, que tout le monde gueule, c'est ce moment-là où tu te dis, ah ouais, non, ça me redonne ce boost, ça me donne envie de revivre ce moment. Quand tout le monde crie pour toi, quand tout le monde est content de cette victoire, quand tu vois que cette personne a transpiré, qui a tout donné et qu'au final, il remporte le battle, quand tu ressens ça, ça te donne envie de revivre ce moment-là. Et donc, tu te redonnes ce challenge de, bon, il y a quoi maintenant là? Et c'est quand la dernière fois en battle que tu t'es senti fumé par quelqu'un et que ça t'a donné cette motive d'encore plus t'entraîner? Bah, heureusement, pas fumé au point que le cercle s'est fermé, ça m'est jamais arrivé. Mais je vais quand même dire le cercle, pas le cercle, le Summer Dance Forever l'année dernière contre Nelson, parce que mentalement, comme c'est la première fois que j'allais aussi loin, ben je ne tenais pas. Parce que c'est vraiment physique, autant, c'est vraiment physique de faire autant de passages. Et je m'attendais pas à faire autant, parce que l'objectif de l'année dernière, c'était d'atteindre au moins les juges. Et en fait, je suis tombé contre un juge, effectivement, et c'était très physique, parce qu'il y avait quand même trois passages, trois battles avant d'en arriver là. Et là, il fallait faire trois passages contre le jury. Et en plus de ça, quand j'ai sorti le jury, il fallait que je repêche quelqu'un qui avait bien marqué le coup la journée-là. Donc j'ai repêché un gars qui monte vraiment bien en ce moment, Joel Brown. Et j'ai fait trois passages contre lui. Et après ça, bah, fallait attendre avant la finale. Donc moi, dans ma tête, le feu est en train de descendre, 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 descendre. Et je suis tombé contre quelqu'un qui, lui, a déjà fait 2 fois la finale du Summer Dance Forever.
Et mentalement, le mental, c'est l'une de ses forces en plus. Donc, c'était clair qu'il avait gagné. Donc, il n'y avait pas de boycott, il n'y avait pas de je ne sais quoi. C'était clairement, il méritait de gagner parce qu'il était expérimenté sur ce battle-là et qu'en mental, c'était sa force. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais travailler mon mental maintenant. Donc, je refais des battles juste pour travailler mon mental. Donc, à chaque fois, quand je dis que c'est des challenges, c'est vraiment pour faire des tests personnels, apprendre, comprendre. Je me sers de ça comme thérapie, en fait. Je me sers des battles comme thérapie. Et ça avait bien marché pour le Pays de Cos, qui s'est passé 2, 3 mois après, où mentalement, j'étais tellement bien, tellement relax, que j'ai pu vraiment avoir tout le battle sans problème, même jusqu'en finale, en fait. Donc, ça m'a vraiment appris. Quand tu dis travailler ton mental en battle, qu'est-ce que tu te dis? Enfin, c'est quoi tes objectifs pendant chaque battle que tu vas faire? C'est quoi tes objectifs qui te disent, OK, là, c'est bon, à ce battle, j'ai atteint ce stade-là pour mon mental et je vais être prêt pour le prochain battle. Bah, en fait, c'est simplement de rien avoir à penser. Et ça, c'est dur. De vivre ton moment et faire ce que tu as à faire. Et en fait, j'ai fait un travail. Ce qui m'a aidé, c'était le Summer Dance Forever parce que ce jour-là, en plus, c'était mon anniversaire. Et toujours mon anniversaire, je me remets en question sur ma vie. Et là, je me suis dit, ok, je sais que en battle, j'ai toujours été quelqu'un qui avait le regard un peu trop sérieux, qui envoyait trop du sérieux dans son passage. Et en fait, entre le Summer Dance Forever et le Pays de Cos, je me suis dit, en fait, je suis qui vraiment dans la vie? Parce qu'il y a des gens avec qui j'ai parlé comme Boubou en Wakin, qui a un charisme extraordinaire. Quelqu'un comme Mounia et quelqu'un comme Nelson. Et Nelson, je le connais très bien. Et il est lui-même. Mounia, elle est elle-même. Boubou, il est lui-même. Et je me suis dit, je suis qui, moi, dans la vie? Et dans le battle, j'ai toujours été quelqu'un de trop sérieux, alors que dans la vie, j'aime trop blaguer. Hmm. Et du coup, au Pays de Cos, j'ai fait pas mal de blagues. Et ça a marché sans effort. Donc, je me suis dit, je vais connecter mon côté mature dans la danse avec mon caractère, avec mon personnage. Et on va voir si ça marche. Et en fait, ça a vraiment marché. J'ai même pas sorti de phase. D'habitude, j'ai mes trucs et j'ai rien fait du tout. Et ça a marché sans effort. Et jusqu'à même des parents, des enfants sont venus me voir et tout. Alors que d'habitude, c'est que des danseurs. Ça veut dire que j'ai vraiment atteint un niveau où je suis accessible même pour le grand public. Et c'est là où ça m'a aidé. Et j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, sur le mental, parce que je trouve que pour moi, ça a toujours été mon plus gros problème. Malgré toutes les victoires que j'ai eues, il y a eu pas mal de grosses victoires que j'ai eues et que je n'étais pas satisfait de ma performance parce que mentalement, j'avais du mal à me lâcher. Hmm. Et pourtant, quand on regarde des battles comme Hip Hop Session ou même à Summer Dance ou le battle que tu avais fait avec Salah contre Bougalou Junior et tout ça, Ouais. on voit que quand même, tu te tapes des barres, tu fais des petits pics, mais quand même comment dire, dans la bonne humeur, mais tu lances des blagues en fait. Il y a quand même un ton d'humour dans tes passages. Alors, je lance des blagues, mais déjà avec Salah, t'as pas le choix. Parce que tu sais que lui, c'est un personnage, voilà, il aime trop rigoler. Mais même quand je faisais ces choses-là avec Salah, j'étais pas vraiment moi. Je sais que je le faisais, mais je sais que j'aurais rajouté encore plus de blagues dans mon passage, par exemple. On voit bien que je fais de la déconnade avec Salah dans les routines et tout, mais on voit bien que quand je danse, en fait, je deviens trop sérieux. Alors que là, au Pays de Cos, si tu me vois, je suis vraiment pas sérieux dans certains passages. Parce que c'est moi et je vis vraiment le moment. Elle est là, la différence, en fait. Elle est vraiment là, la différence. Puis en plus, souvent, on croit qu'il faut être sérieux pour bien danser, alors Mm. que en relâchant un peu des choses, ça fait pas que les techniques elles sont moins propres, que les mouvements ils sont moins bien en fait. Oui, c'est vrai, mais parce que je viens d'une génération où c'était comme ça aussi. Tu voyais les affrontements, les défis, les call-outs, c'était sérieux. Aujourd'hui, dans les battles, les gens sont pas forcément aussi engagés qu'avant. Mais moi, j'ai gardé ce truc-là où je suis trop sérieux, même si je veux pas forcément m'engager. Le caractère, le personnage, ça vient aussi des personnages que je regardais dans les mangas, les choses comme ça, ils sont sérieux. Tu vois les Dragon Ball, tu voyais les séries, bon j'exagère, mais à la Power Rangers ou quelque chose, leur position, leur posture,
le côté monstre un peu, comme Akuma ou Mortal Kombat. Surtout moi, c'était ma plus grande inspiration, c'était Mortal Kombat. Quand tu vois Scorpion, Noob Saibot, euh, Sub-Zero, Liu Kang, ils sont toujours sérieux. Et moi, c'est ça que je prenais beaucoup comme personnage en fait. Et j'ai toujours gardé ce truc. Sauf que à un moment donné, c'est ton côté humain qui ressort au fil des années. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont capté, mais pas moi. Et c'est là où je me suis remis en question. Et j'ai aussi pas mal travaillé avec un préparateur mental de compétition, un coach mental, qui m'a vraiment aidé pour mon côté personnel et mon côté professionnel aussi. Ça m'a vraiment aidé parce que du coup, j'ai su euh, trouver quel point travailler et en m'expliquant clairement avec lui, il a su m'aider, il a pu m'aider, il a su trouver quelle faille il fallait que je corrige, quoi. Hmm. Tu dirais que pour continuer de t'améliorer et te corriger, là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que la plus grosse partie du travail à faire, elle se situe même plus dans ta danse et dans tes techniques, mais elle se situe dans ton rapport à toi, dans ton rapport au mental, dans ton rapport à l'instant. Oui, Euh, exactement. Est-ce que du coup, tu continues quand même à entraîner tes techniques et à essayer de progresser dans la danse en elle-même ou tu Oui, travailles vraiment parce sur... que mentalement, quand tu te sens bien dans ta tête, je dis pas que je suis un malade mental, attention. Quand tu te sens bien, euh, tu retrouves cette folie un peu. Quand tu te sens vraiment bien dans ta tête, tu te sens vraiment bien dans ton corps, tu as une petite partie où tu retrouves ta jeunesse un peu dans ton corps, tu te sens un peu plus fou. Du coup, tu vas tenter des choses. Tu vas retrouver une folie, tu as de l'inspiration. Et aussi, bah, tu vas pas regarder les battles pareil. Je vais regarder le charisme des gens, la folie des gens, comment ils développent leur folie dans leur danse. Donc ça m'inspire à faire une mise à jour dans ma danse aussi. Parce que quand je regarde, j'aime bien regarder des anciens quand ils tombent contre les nouvelles générations. Mhm. Et, le truc des nouvelles générations, c'est qu'on sent qu'ils ont tout leur corps qui est disponible, qu'ils peuvent lancer des grosses techniques, qu'ils ont leur phase, qui sont préparés, qui sont en plein dedans, qui traînent de fou. Toi, tu dirais que là, par exemple, quand on regarde le Summer Dance, c'est toi et Nelson qui sont arrivés en finale. Tu Mhm. dirais que c'est ça qui a fait la différence entre les nouvelles générations et les anciennes générations. C'est qu'on sentait qu'il y avait un charisme, qu'il y avait une présence dans le moment présent et que on sentait que vous étiez à l'aise ou pas? Oui, oui, mais c'est clairement ça. Parce que nous, dans notre génération, on regardait la technique et la danse de la personne. On s'arrêtait sur ça. Après, la personne avait du charisme, mais on s'arrêtait pas sur ça. C'est-à-dire que nous, ce qui était intéressant, c'est vraiment comment le popping a évolué. T'as une personne, il arrive avec un crazy legs de fou, l'autre, il arrive avec du tutting de fou, l'autre, il arrive avec tel mouvement de fou. Et on s'arrêtait sur ça, en fait. Et du coup, au fil des années, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes de ma génération, ils vont pas comprendre ce qui se passe dans la nouvelle parce que la nouvelle génération, des fois, ils vont faire des choses très, très simples et c'est pas assez poussé pour nous, mais c'est parce qu'il y a le charisme qui va jouer avec. Ça veut dire que pour moi, en fait, ils mettent en avant la simplicité de cette danse. Nous, on a tellement eu l'habitude d'essayer de compliquer, de pousser le niveau techniquement, que quand quelqu'un allait faire quelque chose de simple, bah nous, on va regarder la vidéo, on comprend pas. Il faut vivre le moment dans le battle. Et comme parfois, bah, bien sûr, il y a certains gens de old school qui vont pas se déplacer dans les événements, bah, ils vont pas comprendre. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mm. Nous, on est des b-boys, du coup, on fait pas mal de battles côté break. Oui. Et moi, ça fait 10 ans que j'en fais beaucoup et je me pose tout le temps la question de pourquoi je continuerai à en faire, tu vois. Mhm. Et je pense que tout le monde se pose la question de waouh, pourquoi est-ce que je vais mettre tant d'énergie mentale et physique à préparer des battles, alors que quand je regarde les battles, je me dis, en fait, gagner, ça veut pas dire grand-chose, parce que un jour, t'en as un qui gagne, le lendemain, il perd au premier tour, et,
Et des fois, je me demande à quel point on retient les gagnants, parce que des fois, les gens dont on se souvient dans l'histoire, c'est plus les gens qui ont fait quelques passages marquants et qui sortaient du lot de manière artistique, Ouais. mais qui n'avaient pas forcément la stratégie de gagner. Du coup, là où je veux en venir en disant tout ça, c'est que moi, ma conclusion, des fois, c'est que la victoire, c'est une illusion, que la compétition, c'est un peu une illusion, et que du coup, quand je pense à ça, je me dis, mais du coup, pourquoi faire des battles, tu vois? Toi, là, tu as beaucoup parlé de ce goût à collectionner les titres, de ce goût à gagner pour marquer l'histoire. Donc, quel rapport toi t'as à la victoire, et est-ce que tu penses que... Ouais, quel rapport t'as à la victoire en fait? Bah, en fait, c'est parce que c'est vraiment bien ce que tu as dit. Il y a deux choses. J'allais te poser une question. Et cette question, c'est quelque part ma réponse, c'est est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter les battles? Parce que moi, j'ai déjà essayé d'arrêter. Et pendant un an, je faisais que de juger, que de bosser, que de juger, que les cyphers. Pendant un an, j'ai essayé. Et franchement, c'est ce que je disais. À chaque fois que je voyais quelqu'un faire des battles, quand le battle, c'était un truc de fou, quand ça a fait sauter des gens, quand tu sens cette vibes, ah bah ça te redonne la pêche à te remettre dedans, en fait. Après, quand je dis collectionner, c'est pas que sur ça, c'est juste que c'est un objectif que je me mets. Donc il y a deux choses qui vont en même temps. C'est que je vise le titre. Pourquoi? Parce que le titre me permet de garder une motivation, garder un objectif. Mais après, c'est par quel moyen je vais atteindre ce titre. Un jour, je veux travailler que les jeux de jambes, par exemple. Je veux voir à quel niveau sont mes jeux de jambes dans ce battle. Je visais le Pay the Cost to be the boss parce que je savais il y avait une vraie ceinture stylée à gagner et tout. Et j'ai dit, je veux avoir atteint cet objectif avec le mental. Donc à chaque fois, c'est différents objectifs personnels que je vais mettre au service de ce titre-là, en fait. C'est parce que si j'arrête les battles et que je me mets du travail pour moi-même, je ne sais pas par quel moyen je vais savoir si j'ai réussi ou pas. Je ne sais pas. Parce que des fois, tu es dans des cyphers, tu peux danser des heures, tu peux truc, mais tu ne sais pas si c'est vraiment ça qui t'a, qui t'a apporté, en fait. Parce que tu vas juste échanger avec des gens et tout. Maintenant, il y a une période, moi, j'étais à fond dans l'animation. Donc, je faisais que de l'animation. Après, il y a un autre titre et je dis, bon, je vais travailler mon book style. Je vais travailler mon boogaloo. À quel niveau est mon boogaloo? Est-ce que je l'ai gagné en faisant plus de boogaloo qu'autre chose? Ça marche, ok. Mais j'en ai marre d'en faire. Là, j'ai envie de travailler les crazy legs. Donc, j'ai une période, je faisais que des crazy legs. Et c'est toujours ça, en fait. Comment t'évolues? Un peu comme Prince, il faisait de la funk, après il a fait de la soul, il en a eu marre, après il a fait de la pop musique, après il en a eu marre, il a fait du rock. À chaque fois qu'il sortait un projet, il disait lui-même qu'il voyait si ça marchait. Un jour, il a carrément fait, ok, je vais mettre un nom anonyme, comme ça on me connaît pas, je vais faire de la musique pour un chanteur connu, et on va voir si ma musique marche, en fait. Donc oui, il a écrit ce morceau Ain't Nobody de Chaka Khan. C'est lui qui a composé la musique. Et ça a marché, il a dit OK. Donc c'est des tests personnels que je me fais. Mais c'est vrai que quand j'en parle aux gens, je dis que je collectionne les titres, ils se disent tout de suite, ah, ils pensent qu'à gagner. Bien sûr, tout le monde le fait pour vouloir gagner. Il y en a, c'est pour le kiff, je suis d'accord. Mais ils sont quand même contents s'ils l'ont gagné. Donc quelque part, t'as au moins 10% d'espérance sur ça quand même. Sinon, ça serait pas intéressant. Donc, c'est pour ça que je dis je collectionne, mais en vrai, au fond de moi, je me teste toujours. Je me dis, j'ai 25 ans de danse. Pendant ces 2 dernières années, j'étais quasiment le seul de ma génération à le faire. Et je tombe contre des Ness, ou contre des... Il y a des gens comme Christo, contre Prince, contre Nourri, contre Missile. Ils sont pas du tout de ma génération. Mais il faut que je trouve un truc à moi qui me permet d'eux. Sinon, autant que j'arrête. Voilà. Trop bien. On va faire une mini pause, une interlude musicale. On t'a dit juste avant de démarrer l'interview qu'on te poserait peut-être une question d'un son à nous partager pour les gens qui nous écoutent là. Quel son t'aurais envie qu'on se mette là maintenant? Bah là, tu vois, on parlait de Chaka Khan, je mettrais bien celui-là. Ok. Ain't Nobody de Chaka Khan. Ouais.
Ok. Eh ben écoute, c'est parti, on se le met maintenant. Bonne écoute à tout le monde et à tout à l'heure. Salut tout le monde, du coup c'était Hit Nobody de Chaka Khan, conseillé par notre cher Mikey. Donc on repart pour la fin de la conversation. On parlait des battles, tu parlais du suivi que tu as par un préparateur mental. Moi ça me donne envie de te poser une question assez spécifique pour les battles.
Je trouve que les battles, contrairement à la scène par exemple, où on a 1 heure pour être présent sur scène quand on est dans un spectacle d'1 heure par exemple, et où on peut un peu dilater sa présence, le battle, c'est vraiment une capacité d'être présent de manière très intense sur un temps court. En plus, il y a des tours il y a des pauses entre les tours. Donc ça Ouais. veut dire qu'on se met en off et on doit tout de suite se remettre à 100% pour 1 minute de passage dans la présence. Donc ça demande vraiment une capacité de concentration qu'on voit dans très peu d'autres milieux dans la vie en fait. Est-ce que toi, au fur et à mesure de faire des battles, tu as trouvé des petits rituels ou des petits outils qui te permettent de rentrer dans la présence qui te va à chaque fois? Ouais, parce que je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois que je m'échauffe ou que je me tue à danser pour être chaud, j'arrive pas, en fait. Je me rends compte que les meilleures battles que j'ai fait, c'est celles où je danse pas plus que ça. Je marche beaucoup. Je marche beaucoup dans mon coin, comme un lion dans une cage. Et après, je fais mon premier passage et si je sens que ça passe bien, je peux exploser. Je suis plus comme une explosion parce que je suis quelqu'un qui prend du temps à exploser, qui prend du temps à être comme ça. Et en fait, le meilleur battle, c'est quand je marche avant et la montée, elle se fait juste à ce moment-là. Et j'ai qu'une envie, c'est d'exploser après, en général. C'est-à-dire, tu marches avant, Ah oui, c'est vrai que ça fait pas très, Mais François, comme un lion dans une cage. Comme un lion dans une cage. Je suis là, je suis dans mon coin, je fais mes 1000 pas, je fais mes 1000 pas. Je regarde si c'est bientôt au pop, c'est pas bientôt au pop, je suis comme ça. Je danse un petit peu histoire d'eux, mais c'est vrai que en général, je danse beaucoup, je refroidis vite parce que ça a pas commencé. Et quand je refroidis, ça joue sur mon mental qui me dit, ah, échauffe-toi, échauffe-toi. Donc là, la pression commence. Donc après, la pression est là et à chaque fois, je me fais avoir parce que bah, j'ai cette pression qui est là. Et les meilleurs battles que j'ai eu, en général, je veux ce titre, mais je kiffe tellement avec les potes en train de blaguer et trucs que je me prends pas la tête. Eh, c'est au pop. Ok, bon, comme j'ai pas eu le temps de me chauffer, je marche. Je marche, je fais mes 1000 pas. Et en fait, eh ben, je suis super à l'aise dans ma tête et dans mon corps parce qu'il n'y a pas de pression. Le corps, il se dit, ah, en fait, il vient de se réveiller, il a bien dormi, vas-y, on commence la journée. Alors que là, quand je m'échauffe avant, c'est comme si j'avais fait ma grosse journée et que là, je commence à me poser, il y a le Netflix, je commence ma vie, mais mon corps, il est déjà super claqué et je vais m'endormir dans pas longtemps. Et qu'est-ce qui se passe pour l'avant-battle? Je te parle plus des semaines qui sont avant les battles. Est-ce que tu Ah, vas te mettre dans une routine de training, peut-être 3 fois sur la semaine qui va précéder le battle et la semaine, quelques jours avant, tu vas être en mode repos? Je sais que par exemple, nous, dans la sphère du break, des personnes avec qui on a parlé, je sais qu'ils ils construisent leur programmation sur 3 semaines. Les 2 premières semaines, c'est training, ils vont revoir tout leur code et vraiment les travailler. Et la semaine juste avant le battle, ils continuent à s'entraîner, mais c'est juste danser pour le kiff et pour rester un peu en forme pour le battle. Est-ce que toi, t'as un truc un peu similaire ou c'est au feeling? bah j'ai un truc un peu similaire aujourd'hui parce que j'ai un groupe et j'ai ma copine qui danse aussi dans les battles, donc on aime bien faire ce genre de programme pour se motiver et s'entraîner ensemble. Ça aide beaucoup de se dire, bon, ok, il reste combien de temps avant l'événement? Vas-y, on s'entraîne tel jour, on s'entraîne tel jour. Elle va travailler ce qu'elle a besoin de travailler, je vais travailler ce que j'ai besoin de travailler. Maintenant, quand c'est moi, bah, en fait, je m'entraîne très souvent tout seul, tard, très très tard. Et les dernières semaines, bon, je vais booster plus mon entraînement. Et des fois, j'aime bien prendre 2, 3 jours de repos et rien avoir à faire. Parce que parce que sinon, bah, j'aurais pas un boost le jour de l'événement. Et quand t'as pas dansé pendant quelques jours, le jour de l'événement où tu te retrouves dans une salle remplie de danseurs, t'as la basse, tu l'entends pas pareil parce que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné. Enfin, ça fait quelques jours. Tu retrouves une vibe et tu retrouves l'énergie, la motivation et tu te sens boosté en fait. Donc ouais, ça dépend vraiment des périodes. Si je m'entraîne avec les gens, oui, on programme parce que ça nous permet d'être concentré dans notre objectif, dans ce qu'on veut développer, et d'échanger ensemble ce qu'on a travaillé, ce qu'on a trouvé ou pas.
d'échanger, de se conseiller, de se motiver. Mais tout seul, c'est plus, je danse beaucoup tout seul et au dernier moment, oui, je revois les choses. Je me laisse quelques jours tranquille, sans me prendre la tête. Et le jour de l'événement, bah, je me booste. T'es spirituel, toi, comme gars? Oui, Ça prend de la place dans ta pratique? oui, franchement, oui. C'est-à-dire que tu sais, il y a des gens, ils sont très cartésiens, très terre à terre dans leur rapport à l'entraînement et au mental. Euh, et, Mhm, et d'autres, peu importe à quelle croyance on fait appel, parce qu'il y a plein de croyances existantes. Euh, mhm. mais toi, c'est des choses qui t'accompagnent dans ton rapport à la danse et au battle? Beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je suis très confiant avec l'énergie et des fois, j'ai l'impression que j'ai une conversation avec la musique aussi. Des fois, la musique va définir mon caractère et je me suis rendu compte que ça peut être une sorte d'auto-hypnose aussi. C'est juste que il faut apprendre à se connaître comme la même chose que quand on dit qu'il faut apprendre à connaître son corps pour la danse, il faut apprendre à connaître son esprit. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils écoutent leur casque, ils mettent des sons pour s'entraîner, ils ont besoin de son patate. Il y a des gens, ils ont besoin de la musique douce. Il y a d'autres gens, ils ont juste besoin de l'univers que la musique donne. Ça aide beaucoup. Euh, il y a aussi comment tu visualises. Moi, je dirais que c'est spirituel, ça aussi. Il y a des gens, ils vont dire que c'est une question de voilà, de coaching, de mindset, mais pour moi, c'est spirituel. Ils mettent un mot dessus, mais c'est spirituel. Là, ça paraît normal aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de ça, de mindset dans les réseaux sociaux. Mais c'était spirituel à l'époque, nous, quand quelqu'un se visualisait, s'imaginait, il imaginait un personnage à caractère, donc c'est pour ça qu'il se mettait dans ce caractère pour avoir tel effet. C'est spirituel pour moi. C'est vraiment très spirituel pour moi. T'as as dit le mot énergie. Est-ce que l'environnement dans lequel tu vas faire tes battles, là je te parle vraiment de l'espace dans lequel tu te trouves et des gens qui occupent cet espace, va avoir un impact aussi sur ta danse? Pour moi, c'est l'une des grosses raisons pour laquelle j'avais du mal mentalement à être dans les battles, à être moi-même. Parce que je suis une éponge. Je suis facilement pris par des gens qui ont un sacré charisme. Donc, avant, quand j'étais plus jeune, quand je faisais les B-Boy Summit, par exemple, à Los Angeles en 2004 ou des choses comme ça, j'étais jeune et inconscient. Parce que j'avais 18, 19 ans quand j'allais là-bas. Donc, j'avais juste qu'une envie, c'était de danser. Et quand je voyais quelqu'un super fort, ça me motivait. Mais là, avec la conscience dans ma tête, je me dis, ah, il est là, pouf, ça m'impose un truc, pouf, ça m'impose un autre truc. Et du coup, j'ai du mal, moi, à me dégager de tout ça. Parce que je ressens vite la vibe des gens. C'est-à-dire que dans la vie, en général, je peux savoir si quelqu'un est bien ou pas bien. Je vais dire, qu'est-ce que t'as? Ils vont dire rien, mais je sais qu'ils vont mentir. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que je le ressens. Il peut m'arriver d'avoir envie de pleurer parce que cette personne-là est triste au fond de lui et s'exprime pas. Mais en fait, il me dit 2 jours plus tard, en fait, là, ce jour-là, j'ai pleuré juste avant de t'avoir vu. Donc, j'attrape facilement la vibe des gens. Et du coup, dans les battles, c'est ça. Je vais voir quelqu'un qui est super bien, prêt pour le battle. Tout ça, je dis, ah, celui-là, il est prêt. Je capte cette vibes. Et du coup, ça me prend dans mon énergie à moi. Et du coup, c'est le mental qui va jouer en disant, soit prêt, soit prêt. Et plus je me dis soit prêt, plus ça me dit qu'en fait, je ne le suis pas. Donc, c'est sur ça où ça m'a beaucoup pris. Ça me prend encore des fois, mais disons que j'arrive un peu plus à supporter ce genre de vibes. Mais c'est vrai que pendant des années, ça m'a pris. Si tu vois des gens comme ça là, tu vas prendre l'emprise sur toute la salle dans un cercle, et toi, t'es là, ouah, ça t'a impressionné, t'as la pression, t'as la pression contre toi, et tu t'oublies. Et là, c'est là où je progresse, c'est que je sais que j'existe, même dans mon charisme. Avant, c'était que par la danse. Maintenant, dans mon montage, je me dis, ouais, ouais, c'est bien, mais moi aussi, en fait. Alors qu'avant, je dis, waouh, toi, tu es. Pour moi, c'est comme quelqu'un, comme un coach de séduction peut te le dire. Quelqu'un qui n'arrive pas à séduire une femme, c'est parce qu'il est impressionné par cette femme. En général, au début, en tout cas.
avant de savoir si cette personne-là lui plaît ou pas, savoir si cette femme va lui donner cette chance. Des fois, on va être bloqué par cette femme parce qu'on va être impressionné par sa beauté et son charisme, parce qu'elle le sait qu'elle l'est en plus. Elle sait qu'elle est attirante. Donc, même si elle va pas le montrer, toi, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Donc, ça te bloque. Tu te dis comment je vais aborder. Mais en général, un mec qui sait séduire une femme, il sait ce qu'il vaut. Il sait qui il est, il connaît sa valeur. Donc, il va montrer que, ouais, lui aussi. Et là, elle a capté que ce mec, il a quelque chose. Et ben, dans la danse, c'est pareil. J'étais bloqué. J'ai souvent été bloqué ici. Un mec qui fait un vrai passage dans un cercle et je sais qu'il va faire ce truc. J'ai la pression tout de suite et je m'oublie. Hmm. Et les jours où je me sens bien, je me dis pas, bah moi aussi, c'est juste que je suis tellement en train de kiffer ce qui se passe, bah j'envoie là, et on me dit, ah mais mec, t'étais intouchable. Donc même moi, je me dis même pas consciemment que, ah ouais, je suis prêt. C'est que je suis en train de kiffer de fou. Vous voyez? Et ça joue beaucoup. Ouais, puis c'est grave intéressant parce que j'ai l'impression on peut parler des battles, mais globalement dans la société, dans un monde où il y a que certains caractères et certains charismes qui sont valorisés, et notamment les charismes les plus impressionnants, tu vois, des gens qui ont des caractères très rayonnants, voire des fois un peu agressifs, mais en tout cas, on va valoriser des tempéraments qui prennent de la place comme ça. Alors que, en fait, il n'y a pas une seule manière d'être charismatique. Et pour moi, la meilleure manière de le voir, c'est quand on voit des artistes sur scène. Tu as des artistes qui se sont fait connaître parce que ils ont un caractère de feu, tu vois, la James Brown. Mais t'as aussi des artistes comme Bob Dylan dans la folk qui ont un caractère tout calme et mélancolique, mais ils remplissent des salles aussi grandes, tu vois. Euh, et du coup, de t'écouter parler de ça, ça me fait me dire que des fois, on cherche à être comme les gens qui nous impressionnent, qui ont trouvé leur manière d'être charismatique, puisque c'est plus valorisé d'être comme ça. Alors qu'en fait, on peut l'être en étant calme, comme je pense à Soyuz en popping. On peut l'être en étant drôle, comme toi, tu disais que tu commençais à le faire en battle. Et qu'en fait, il y a de la place pour vachement plus de caractère que ce qu'on pense. Oui, mais oui, c'est ça. En fait, parce que quand on est en dehors, on croit que c'est du acting, c'est de l'acting. On croit que ces personnages, en fait, c'est leur personnage, c'est leur caractère de bataille. Dans la vie, ils sont autrement. Mais en fait, eux, ils ont pas de ligne entre eux. Ils sont dehors et ils viennent sur scène. Ils se disent pas, je vais changer. Ils se disent juste, je vais être concentré. Mais le caractère, il change pas. C'est-à-dire que quelqu'un comme Salah, dans la vie, il est comme ça. Il n'y a pas de, je suis calme et sur scène, c'est comme ça. Quand il y a des gens qui sont comme ça, c'est des gens réservés, c'est pas pareil. Des gens réservés, c'est des gens qui sont déjà comme ça, mais ils vont pas s'exprimer forcément auprès de tout le monde. Mais c'est pas un changement, c'est juste une ouverture d'esprit, et une ouverture de porte. Ça veut dire qu'au fond d'eux, ils sont déjà comme ça. C'est pas qu'ils changent, c'est qu'ils s'ouvrent vraiment, genre, ok, la musique, elle te prend. Je vais encore prendre un exemple sur Prince où il y a un mec qui lui pose des questions, et Prince, il parlait comme ça tout le temps. Oui, calme, d'un air calme, posé, tel un Barry White, tu vois. Et le mec, il lui dit, mais je comprends pas. On te voit sur scène, t'es en train de crier, exploser, limite, tu peux jeter ta guitare et tout, mais quand tu fais une interview, t'es calme. Comment ça se fait? Il dit, bah, je ne sais pas, c'est la musique. Ce que transmet la musique, bah, je me retrouve chez moi et je suis moi-même. On fait OK. Donc c'est un gars réservé, c'est pas un gars qui se transforme. James Brown, pareil, même quand il parle, il est funky, le mec. Quand tu le vois à l'interview, on dirait qu'il chante. Mais Tonman, pareil. Tu l'écoutes parler, on dirait qu'il rappe. Mais ils sont comme ça tout le temps. C'est, c'est ça en fait. Et les danseurs, je pense que on se rend pas compte de ça. On se rend pas tous compte de ça. Quand les gens en général ils sont charismatiques, ils se disent pas. En fait, ils se disent toujours, ouais, je m'en fous. Ils se disent, je m'en fous. Je suis sur scène, bah ouais, ah, je suis là, c'est à moi de danser, ok. Et ils ont à vivre en fait. C'est tout simplement ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec du retard, parce que je ne prenais pas le temps de penser à moi en tant que personne.
Je prenais du temps à penser à moi dans la danse. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai telle technique. Il me manque ceci, il me manque cela. Mon truc n'est pas parfait. J'étais trop maniaque dans la danse et je me rendais pas compte que mon charisme était important dedans. Dans mes meilleurs battles, on me dit, ah, ton charisme et tout. Je suis là, ouais. Et pour moi, c'était pas important, ça. Vous voyez ce que je veux dire? De ouf. De ouf. Ouais. Si tu devais comparer ta danse à un plat, Oula! quel plat? Ah, j'adore manger en plus. Euh, Bah, je vais même pas être objectif parce que je vais parler de mon plat préféré. Alors que ça se trouve, ça colle pas avec. Ouais, moi, c'est simple. Ouais. Ouais, prends-le comme occasion de parler de ton plat préféré, hein. Ouais. Bah, ouais, pour moi, c'est ça. C'est les plats africains, comme ma mère faisait. Un bon plat de riz, euh, sauce mafé, gros poulet sur la gauche, banane plantain sur la droite. Et il y a de la poudre de manioc qu'on appelle du gari, qu'on met juste au-dessus du riz avant de rajouter la sauce. Mélange explosif. Et j'aime bien parce que c'est très lourd comme plat. Et si je devais comparer ça, c'est comme si c'était un plat avec toutes les fondations de la danse popping que j'aime bien. Animation, effet, boogaloo, popping, et tout ça vraiment cuit à point. C'est-à-dire que ma danse, pour moi, ce qui permet d'être cuit à point, c'est le popping, c'est le pop. Le pop, c'est ce qui te permet de solidifier tes mouvements, tes transitions d'énergie, ton timing, la rythmique. Donc quand ton pop est vraiment clair et électrique, c'est comme ton plat qui est vraiment cuit à point. Pas trop, pas trop et pas assez, c'est pas terrible. C'est à point, ça veut dire que quand t'as la peau de ton poulet qui est bien croustillant, voilà, la peau de ton poulet qui est croustillant, le poulet c'est ta danse, c'est ton corps, la peau là, t'entends ça fait crrr crrr. Et bah c'est la même chose quand tu penses, ça fait poum crrr. C'est la même chose. Voilà. Désolé, je suis allé trop loin, c'était peut-être Ah, trop spirituel pour vous, mais c'est mon caractère. c'est magnifique. C'est magnifique. Euh, on a un petit rituel dans le podcast, c'est de, c'est de demander à l'invité précédent de poser une question pour l'invité suivant. Et la personne qu'on avait juste avant toi, c'est Miel, qui est un danseur électro. Oui, je connais, ouais. Danseur activiste et chorégraphe aussi, mais qui œuvre beaucoup dans l'électro, qui a créé l'école avec Ashraf qui s'appelle La Planque, qui forme les danseurs à l'électro et au battle et tout. Et du coup, la question que tu as posée, c'est comment est-ce qu'on fait à ton âge pour avoir encore une si bonne technique? Bah, pour avoir une si bonne technique, en fait, c'est pas à mon âge maintenant que ça se fait. C'est le résultat de toutes ces années d'avant. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Quand tu es borné sur ton entraînement, sur ton travail, quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, au point où tu veux vraiment comprendre chaque détail du mouvement, comment il a fait ceci, comment il a fait cela, et que tu travailles des heures. Vous voyez, quand je disais la simplicité des mouvements de base chez les gens charismatiques, et que le charisme dépasse tout, bah, comme je disais, nous, à notre génération, c'était vraiment le côté maniaque qui dépassait tout. Et ça, on le ressentait dans le visuel et dans le charisme, on va dire charisme corporel. Juste à la manière de bouger le gars, tu voyais qu'il était vraiment chaud à l'époque. C'est comme ça qu'on voyait. Quand quelqu'un dansait et que s'échauffait dans les battles et que tu voyais sa façon de s'arrêter sur un mouvement, que son pop soit propre, que son timing est parfait, tu savais déjà qu'il était chaud. Et nous, notre objectif, c'était d'atteindre ce niveau-là. Du coup, avec l'expérience, aujourd'hui, avec ce côté relâché, ce côté je m'en foutiste, parce qu'avant, on était vraiment trop maniaque, et là, aujourd'hui, on veut juste vivre le moment, bah, le corps parle pour toi, et il te fait ressortir toute l'expérience que tu as eue. Donc, des fois, tu vas avoir des détails, toi, quand tu danses, c'est les gens qui vont te les donner, ces détails.
comment t'as fait ce moment-là? Tu vas Hmm. dire, oh, je ne sais pas. Je m'en suis même pas rendu compte que je faisais ça. C'est parce que c'est le corps, il te raconte carrément l'expérience. Donc, c'est comme si quelqu'un allait te dire, mais comment ça se fait? T'as toujours ton expression à toi quand tu parles. T'as une manière de dire ce truc. T'as un accent? Le gars, il va dire, non. Mais c'est parce que toute sa vie, il a peut-être traîné avec des potes qui avaient toujours des jeux de mots, qui avaient des expressions, qui avaient une manière de rigoler, de parler, et qui va s'en influencer indirectement, et qu'aujourd'hui, il va parler comme ça, on va dire, ah, mais toi, t'es un fou, ah, je suis fatigué de toi. Ce mec-là, quand il vient là, c'est vraiment un truc de fou. Et lui, il va être, ouais, ouais, je sais. Mais quand tu vas savoir sur sa vie, son histoire, tu vas te rendre compte que, ah ouais, en fait, lui, ceci, lui, cela, lui, ceci, et c'est ça, en fait. La danse, je pense que ça vient vraiment de ça. Il y a toujours un petit moment où on va réviser un petit peu quand même les bases parce qu'on a envie de kiffer. Le cercle permet aussi de donner une maturité à cela. Le cercle, c'est super important. Ça permet de mariner ton expérience. Pour moi, ça permet de mariner ton expérience. Tu es dans un cercle, tu échanges avec un jeune, tu vas pas te prendre la tête, mais le jeune va voir des choses que toi, tu ne vois pas. Et tu vas échanger avec quelqu'un de la même génération que toi, vous allez comprendre de quoi vous parlez, donc tu vas encore plus sortir de détails parce que tu sais que lui, il va comprendre. Hmm. Et du coup, la personne qu'on reçoit après toi, Ouais. c'est un b-boy qui s'appelle Tim, qui a été dans Vagabond, qui a été dans Silent Trick. Il est DJ, il est DJ aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant. Mhm. Du coup, b-boy Tim, quelle question ou quel thème tu voudrais nous filer, aborder avec lui? Ouais, pour lui, il aurait fallu que ça soit un peu plus sur son expérience pour voir la question piège, tu vois. Bonne question. Donc aujourd'hui, tu dis il est DJ. Ouais. Quel point commun il pourrait... attends, j'ai envie de vraiment bien poser la question. Ah tiens, intéressant. Retrouve-t-il son caractère de danseur quand il est DJ? Parce que je trouve que même les DJ, ils ont un caractère quand tu les vois, la Hmm. manière de jouer leur présence, de bouger sur le son. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc où il se retrouve... est-ce que son esprit de danseur est là quand il va jouer sur scène en tant que DJ? Ok. Oui. On lui transmettra. Et enfin, avant de te laisser, la dernière question qu'on a l'habitude de poser, ce serait plutôt une recommandation pour les gens qui nous écoutent de trois références, toi, qui en ce moment t'accompagnent, que tu kiffes. Ça peut être qui t'inspire, ça peut être des musiques, des films, des choses de la vie, ça peut être plein de choses différentes. Mais trois références que tu peux balancer comme ça et conseiller à Bon, ceux qui nous écoutent. déjà, vu que c'est vraiment visé français, moi, la première référence, c'est pas une référence. C'est la génération d'au-dessus d'eux. Ils sont pas assez curieux, je trouve, et je trouve que c'est dommage. Il faut qu'ils soient curieux. Parce que même si les gens sont plus actifs, si on parle d'eux aujourd'hui, il y a une raison. S'il y a des gens qui disent, ouais, ouais, j'ai entendu parler plusieurs fois de lui, mais je sais pas, je le vois danser, je sais pas. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Soyez curieux. Il y a des gens, ils sont là depuis longtemps, hein. Smiley, Claes, Junior Almeida, on le voit autant que Locker, mais pour le Popin, il a été très important. Euh, Bruce, Original Matt, Gator. Il y a beaucoup de gens qui sont encore là. Fox, très important aussi. Fox, pour moi, c'est l'un des même des plus importants en ce qui concerne le Popin en France. Moi, la première référence, ce sont ces références-là. Deuxième, la musique, si on va parler de musique, la musique funk. Aujourd'hui, il y a beaucoup de beatmaking, il y a beaucoup de musique fusion, ce qui est très bien pour l'évolution, j'écoute ça à fond aussi. Mais la funk, c'est là où tu as tous les ingrédients, en fait. On parlait de cuisine tout à l'heure, il faut quand même se renseigner sur quel plat ou quel ingrédient apporte quoi à ton corps. Et des fois, les gens, ils vont manger du tout et n'importe quoi, mais on se rend pas compte que peut-être que le fruit que t'aimes, il va pas correspondre à ton groupe sanguin.
Peut-être ça va être l'ananas. Moi, je sais que c'est l'ananas, par exemple. Mais voilà, c'est des choses aussi qui permettent d'apprendre pour ton corps. Et ben là, c'est la même chose pour ta connaissance. La funk, c'est la base. On peut écouter tous les sons d'aujourd'hui, mais ces gens-là, ils ont écouté la funk. Il y a trop de, de sources à prendre dedans. Je parle là vraiment pour le popping. Troisième référence, troisième chose, soyez honnête avec vous-même. Parce que je trouve qu'on n'est pas honnête. Il y a des gens, ils aiment bien faire style, je fais battle pour le kiff, mais quand ils perdent, ils râlent. Assumez que vous voulez que vous êtes compétiteur. C'est quoi le problème? Assumez ça. Ça va changer, ça va inspirer d'autres gens. D'autres, assumez que c'est pas votre truc le battle, mais que vous voulez faire pour autre chose, pour juste montrer que vous kiffez tel style et tout. Et ben, je vous jure que si vous assumez ça, ça vous donnera peut-être d'autres idées. Développer des classes à ce sujet, euh, à se développer des choses à ce style, des conférences. Vous avez envie de faire autre chose. Et ben, des fois, c'est par le battle que vous ouvrez des portes. Ah, c'est qui ce danseur-là? Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok. Il fait des stages que de Bougalou. Il fait des conférences que sur l'histoire du Bougalou. On n'est pas obligé de faire que pour le gagner. Ça ouvre d'autres portes. Comme tu disais tout à l'heure, gagner n'est pas la clé. Il y en a, ils arrivent à tourner dans le monde entier alors qu'ils ont même pas gagné de titre. Pourquoi? Parce que leur style est tellement unique et où le message qui passe à travers cette danse est rare. Du coup, on va les appeler pour cette rareté, pour comprendre cet univers-là. Et je trouve qu'on n'est pas assez honnête. Et je trouve que ça passe par le mental aussi. Parce que quand on a le mental solide, Hmm. on, on a plus l'étoffe d'assumer qui on est et ce qu'on est, et ça va nous permettre. C'est pour ça que moi je le fais, parce que ça fait des années que je rêvais de développer des choses, d'organiser des choses. Et c'est depuis que j'ai travaillé avec ce préparateur mental que j'assume plus de faire ce que j'ai envie de faire, de développer. Donc maintenant, on développe des stages, des événements, des choses là, et j'osais pas avant parce que je trouvais pas que j'avais l'étoffe de le faire. Maintenant, je sais de quoi je parle, je sais le message que je veux faire passer, je sais le pourquoi du comment. Donc j'assume complètement. Et ouais, je peux conseiller aussi de voir un coach mental. Je trouve que c'est ce qui nous manque. Je vais dire, désolé, je parle beaucoup, mais je trouve que c'est important aussi. Euh, Se comparer à l'athlète, beaucoup de gens n'aiment pas faire ça, mais je trouve que c'est important parce que ce qui fait que l'athlète est au top, c'est tout ce qu'il y a autour. Coach mental, prendre soin de son corps, il a son kiné, il a toutes ces choses-là. Moi, je vais souvent voir le kiné, ça m'aide aussi à tenir dans mon corps. La diète aussi. Bon, c'est bien beau, j'en parle, j'essaye, mais je monte comme je descends. Mais en tout cas, je me base sur ça. Mais le plus important, le mental. Il y a, je trouve que ça va beaucoup changer le game d'avoir un coach mental. Parce que maintenant, on peut dire ce qui est, hein, on dit que c'est un battle, mais c'est une compétition. Il y a de la préparation, on tient à le gagner, ou même si on tient pas à le gagner, on tient à se sentir bien. Et ben le mental, c'est super important. Et moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à revenir. Moi, je dirais même que c'est l'un des secrets qui fait que je tienne encore aujourd'hui. C'est le coach mental, vraiment. J'en suis un, il s'appelle Frédéric D'Amato, grosse référence à Rennes et en Bretagne. Il suit des gens qui vont aux Jeux Olympiques et autres. Et en fait, je suis le premier danseur qui l'a pris sous son aile. Il n'avait jamais fait avant. Et lui, il a vraiment travaillé avec le feeling. Il n'a pas été méthodique avec moi, il s'est vraiment adapté à mon ressenti. Et ça, je trouve ça super fort. Et ça m'a vraiment aidé. Donc je trouve que le mental, ça aide parce que ça enlève la frustration en tant que danseur. Quand on voit d'autres gens qui réussissent et qui évoluent, et que nous, on se remet en question et qu'on n'est pas bien, je vous jure que quand on est bien dans sa tête, on est capable de se dire, ouais, mais moi aussi j'ai ça, ou il me manque ça, il faut que j'y travaille. Au lieu de ça, on va se créer une frustration et on peut peut-être critiquer alors que nous-mêmes, on a quelque chose de spécial et qu'on va pas le faire parce qu'on se donne pas le temps. Voilà, en gros. Voilà, le message pour tous nos danseurs et danseuses, allez voir un coach mental. Franchement, ça aide beaucoup. Mais en tout cas, un grand merci Iron Mike, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous, Et franchement, grand respect pour votre émission
On a besoin de plus de choses comme ça. Ça permet de connaître un peu plus sur chaque danseur, en fait, quel que soit le style. Et en plus des deux mondes, ça c'est vraiment bien. C'est pas forcément que de battle. Donc franchement, je trouve ça vraiment bien. Et encore merci d'avoir pensé à moi. Ça fait vraiment plaisir. Et Bien, c'était un plaisir pour nous et on invite tous les auditeurs et les auditrices à aller voir ton travail sur YouTube et puis même sur ta page Instagram sur laquelle tu partages d'accord. Juste un ton contenu. dernier dédicace à tout le monde, en tout cas tous les danseurs qui écoutent. Dédicace à mon premier amour et toujours mon amour d'aujourd'hui, la Bretagne, Rennes, toute la famille. Voilà, toute la génération qui arrive, qui sont en train de tout renverser. Franchement, je suis trop content. Je suis de loin, mais je suis toujours de près. À tout le monde, toute la famille des R3S, de Rencontre Troisième Style, Columbia Style, Linda, Bruce, Liz Funk, jusqu'à André, Kai, Clem, Kwame qui est parmi nous aujourd'hui, Franco, Lam, On, euh, CCN, tout le monde, même les personnes que j'oublie, ma famille, et aussi dédicace à ma famille en Espagne, à Barcelone, parce que je suis entre Rennes et là-bas aussi. Donc 2020 Association, The Boogie Tunes, Nouria, Isaskun aussi, Ruth, tout le monde. Et toute la famille. Ouais. Allez, prends soin de toi, bonne journée, à bientôt. À bientôt, ciao et encore merci. Ciao, avec plaisir.